Nous commençons notre série de 5 épisodes du podcast Jurinova par le podcast 23 consacré à vos 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Et voici la liste des 4 questions que nous allons aborder tout au long de l'épisode. Première question. Quel argumentaire puis-je utiliser pour obtenir une augmentation afin d'arriver au niveau seuil du marché, même si j'ai été augmenté les 2 dernières années de 2% puis 8%, car je reste en dessous des grilles des cabinets de recrutement. Deuxième question. Si un chasseur de tête nous approche avec une proposition, peut-on s'appuyer sur cette offre chiffrée pour déterminer notre propre valeur de marché? Cela constitue-t-il un élément pertinent pour déterminer sa propre valeur de marché? Troisième question. Est-ce que les études de rémunération des cabinets de recrutement peuvent servir de justification pour demander une augmentation? Quatrième question. Comment se renseigner et trouver des informations en interne sur la politique salariale lorsqu'il n'existe pas de grille salariale? Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Jurinova consacré aux 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Et pour tous les Jurinova qui nous rejoignent, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer. Aujourd'hui et pendant 5 semaines, donc une série de 5 podcasts, j'ai le plaisir de vous partager les sujets abordés lors de l'atelier carrière que j'ai animé pour les juristes, les responsables juridiques et les directrices-directeurs juridiques au sein de l'AFJE, mercredi 21 septembre 2022, sur la thématique suivante, négocier son salaire tout au long de sa carrière. De plus, une surprise vous attend pendant ces 5 semaines. Je vous invite à suivre le podcast Jurinova, les newsletters Jurinova, les posts sur LinkedIn sous @Cynthia Anison-Lorbert, sous mon profil, ou sur le feed et les stories Instagram, le compte est @Jurinova Consulting, pour scruter le moment où cette surprise sera dévoilée. Cette surprise répondra à vos nombreuses demandes que je reçois régulièrement. Je l'espère en tout cas bien sincèrement. Patience! Je reviens à cette série de 5 podcasts consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Cela peut vous intéresser si vous souhaitez vous préparer à négocier vos conditions salariales, que vous soyez dans l'une de ces situations. Jeune diplômé ou expérimenté, en poste ou en recherche active, que vous ayez déjà pratiqué une négociation salariale ou que vous ayez toujours accepté les propositions sans oser vous renseigner ou demander plus. En effet, avoir son diplôme en poche, voire plusieurs diplômes ou de longues années d'expérience derrière vous, cela est nécessaire, bien entendu, mais insuffisant dans certains cas pour recevoir une rémunération qui corresponde à vos prétentions et à votre valeur intrinsèque. Dans l'atelier carrière que j'ai animé au sein de la FJE, nous avons traité les différentes méthodes d'évaluation de votre niveau de salaire. Celui-ci devra valoriser à sa juste valeur vos compétences et vos expertises, votre niveau d'implication dans votre métier et votre niveau de responsabilité. Nous avons également approfondi les différentes stratégies à adopter pour mener vos négociations avec conviction et sérénité. À l'issue de cet échange de 3 heures pendant l'atelier, les personnes présentes, donc les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, sont repartis avec les clés pour oser débuter et justifier cette négociation salariale auprès de leur manager. Et compte tenu du nombre de questions et de situations exposées, je vous propose de nous retrouver pendant 5 semaines le vendredi, pendant le podcast, sur les thématiques suivantes. Donc podcast 23, celui d'aujourd'hui, 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Le podcast 24 portera sur comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect. Plus 3 questions bonus dont vous bénéficierez. Podcast 25, comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise. Plus 2 questions bonus. Podcast 26, comment évaluer les à-côtés et peut-on demander la liste en entretien de ces à-côtés. Plus une question bonus en relation avec l'inflation notamment.
Podcast 27, déstabilisation. Questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Nous commençons notre série de 5 podcasts par le podcast 23 consacré aux 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Et voici la liste des 4 questions que nous allons aborder tout au long de l'épisode ensemble. Première question. Quel argumentaire puis-je utiliser pour obtenir une augmentation afin d'arriver au niveau seuil du marché, même si j'ai été augmenté les 2 dernières années de 2% puis 8%, car je reste en dessous des grilles des cabinets de recrutement? Deuxième question. Si un chasseur de tête nous approche avec une proposition, peut-on s'appuyer sur cette offre chiffrée pour déterminer sa propre valeur de marché? Cela constitue-t-il un élément pertinent pour déterminer sa propre valeur de marché? Troisième question. Est-ce que les études de rémunération des cabinets de recrutement peuvent servir de justification pour demander une augmentation? Quatrième question. Comment se renseigner et trouver des informations en interne sur la politique salariale lorsqu'il n'existe pas de grille salariale en interne? Première question. Quel argumentaire puis-je utiliser pour obtenir une augmentation afin d'arriver au niveau seuil du marché, même si j'ai été augmenté les 2 dernières années de 2% puis 8%, car je reste en dessous des grilles des cabinets de recrutement? Ok, donc je vous situe le contexte. Cette personne est juriste et sa fiche de poste a évolué au courant de l'année. Donc depuis l'année dernière, elle manage des stagiaires et des alternants, sans avoir le titre de responsable juridique, ni même de revalorisation salariale. Elle a une N+1 qui a le titre de responsable juridique et une N+2 qui est une directrice juridique. Son expertise est plutôt reconnue lors des entretiens annuels qui se passent très bien selon son ressenti. Elle estime être sous-payée compte tenu du benchmarking de différentes études des cabinets de recrutement sorties dernièrement en 2022. Il lui manque 10 000 euros pour arriver à la fourchette basse de son profil avec son niveau d'expérience en qualité de juriste d'entreprise. Sa problématique et sa peur se situent aussi à un autre niveau. Elle a été augmentée les 2 dernières années de 2% puis 8%. Et sa question et sa crainte est que sa direction se serve de cet argument, donc ces 2 dernières augmentations, qu'elle lui rappelle ces 2 dernières augmentations pour refuser d'accéder à sa demande. Elle a besoin de savoir quel argumentaire développer pour faire face à ce potentiel argumentaire de refus. Je dis bien potentiel et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et c'est l'un des plus grands freins que vous rencontrez, que j'ai également rencontré, lorsque vous négociez pour vous-même votre salaire. Et c'est bien naturel, votre cerveau vous protège dans ce cas-là. C'est l'un des mécanismes cognitifs ou biais cognitifs qui est présent chez chacun d'entre nous. Il suffit juste de le reconnaître et de le hacker. Facile à dire, bien sûr. Et pour la mise en œuvre, cela demande de la pratique, tout simplement. Il s'agit juste de gérer ses pensées. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire et on y arrive avec de la pratique, bien entendu. Plus on pratique, plus on observe ses pensées, plus on les identifie et plus on arrive à adopter des ajustements de pensée. Et je vous guide tout au long de l'accompagnement mobilité, également l'accompagnement mobilité qui dure 4 mois pour une mobilité interne ou une mobilité externe, pour justement hacker ces pensées qui vous bloquent tout au long de votre négociation, de votre préparation d'entretien, etc. Donc, premier point, il convient de distinguer ce qui est dans votre zone d'impact de ce qui est dans votre zone de non-impact. Ici, il y a 2 éléments qui sont dans la zone d'impact de cette personne. Premièrement, c'est le budget disponible pour sa direction qui peut être alloué à son augmentation. Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il existe au jour d'aujourd'hui? Et de combien sera-t-il? Ce sont des éléments qui sont dans la zone de non-impact de cette personne. Elle n'a pas accès à ces informations. Elle n'y a pas accès. Deuxième élément qui est dans sa zone de non-impact, leur prise de décision, la prise de décision du management. Admettons qu'ils ont le budget. La décision leur revient. Le seul impact est de les influencer et d'argumenter. Mais la décision finale va revenir à ces managers. Et l'argumentaire qu'ils dérouleront pour accepter ou refuser leur appartient également. Ça se situe bien dans la zone de non-impact. Donc il s'agit bien de travailler l'influence et l'argumentation.
Donc, vous n'êtes pas dans la tête de vos managers. Vous ne pouvez pas connaître tous les éléments de contexte liés au budget alloué et voté, leur marge de manœuvre auprès des décisionnaires et des financiers, leur pouvoir d'influence, les choix et décisions qu'ils doivent prendre entre les différents membres de l'équipe pour harmoniser le niveau de l'équipe notamment. D'où le fait de choisir votre propre combat qui se trouve dans votre zone d'impact en vous concentrant et en vous appuyant sur ce qui est à votre disposition dans votre zone d'impact, à vous. Les éléments factuels qui justifient votre demande et l'argumentent. En l'occurrence, il y en a deux qui sont très clairs ici dans cette situation. Ces deux éléments très clairs vont servir à cette personne à construire son argumentaire. Donc, deuxième point, nous nous intéressons à ces deux éléments pour construire son argumentaire. Et en bonus, je vais vous faire part d'un troisième élément qui pourrait vous servir lorsque vous êtes en renégociation de votre salaire pour obtenir une augmentation. Donc, deuxième point, les deux éléments pour construire votre argumentaire. Premier point, il lui manque à cette personne 10 000 euros annuels pour atteindre la fourchette basse des grilles de salaire des cabinets de recrutement spécialistes des professions juridiques à son niveau d'expérience pour son profil. Je vous invite sur ce point à ramener ce chiffre à un pourcentage de votre salaire actuel afin de pouvoir discuter de manière chiffrée et factuelle avec votre manager ou les RH ou la direction ou les financiers si c'est au DAF que vous avez affaire. Vous démontrez le fait que vous avez effectué vos recherches et que vous maîtrisez totalement votre sujet. En plus, vous démontrez le fait que vous êtes à l'aise pour en parler et pour parler chiffres. Cela mérite de combattre l'un des clichés envers les juristes qui perdurent encore dans certaines entreprises. Les juristes ne savent pas manier les chiffres. D'accord? Donc vraiment, parlez chiffres, préparez votre négo en parlant chiffres et en parlant pourcentage. D'accord? Il arrive assez fréquemment que des personnes que j'accompagne ne se soient jamais autorisées à avancer un chiffre ou un pourcentage, en laissant la responsabilité et le pouvoir à leur interlocuteur de déterminer le montant qui vont les satisfaire et qui vont répondre à leur expérience et leurs compétences et à leurs besoins de reconnaissance également. Cela relève souvent de blocages et de principes liés à l'éducation, liés au conditionnement de l'enfance ou de l'adolescence, où il ne faut pas réclamer, où il ne faut jamais demander car ensuite nous sommes redevables, ou c'est être déloyal car nous insinuons qu'il ne nous paie pas à la hauteur de ce que nous valons, ou ça sous-entendrait que nous insinuons qu'il profite de nos compétences, etc., etc. D'accord? Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces petites pensées qui vous viennent naturellement. Je n'aime pas réclamer, j'ai pas envie d'être redevable, je vais être déloyal. Il va penser que j'insinue qu'il ne reconnaît pas ma valeur, etc., etc. D'accord? Donc là, on est encore dans une zone de non-impact, hein. Vous ne savez pas ce que pense votre interlocuteur. Donc, attention encore une fois, hein, ce que pense votre interlocuteur relève de votre zone de non-impact, de sa zone d'impact à lui, mais de votre zone de non-impact. Peut-être que lui, que cet interlocuteur ne pense pas cela du tout. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas de budget ou qu'il doit prioriser quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et peut-être qu'au fond de lui, il reconnaît votre valeur, mais malheureusement, il n'a pas encore obtenu de budget à ce jour. Il peut s'engager à négocier un budget pour l'année qui suit. Vos croyances, vos interprétations et vos idées reçues ne sont pas nécessairement celles de votre interlocuteur. Restons sur votre zone d'impact et vos éléments factuels pour contrer votre mental, vos pensées, vos croyances qui essaient de vous protéger. Donc, on en revient à cette juriste, elle sait que la fourchette seuil de sa valeur sur le marché du travail nécessite 10 000 euros annuels complémentaires. Elle peut donc commencer son argumentaire par: sur le marché du travail, les cabinets de recrutement estiment à minimum X euros un profil comme le mien. Les deux dernières augmentations ne m'ont toujours pas permis d'atteindre ce seuil, puisqu'actuellement ma rémunération annuelle est de X euros. C'est vraiment l'objectif que j'aimerais que nous arrivions à atteindre ensemble dans l'année qui vient, ou dans les 6 mois qui viennent, ou dans les 3 mois qui viennent. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un budget? Deuxième point, deuxième élément. Cette personne connaît l'évolution du périmètre de son poste. Elle a pris la charge du management des stagiaires et des alternants. Dans ce cas, je vous invite à décrire ce que cette responsabilité, cette évolution de périmètre et de mission représente en termes d'actions quotidiennes, d'actions hebdomadaires, d'actions mensuelles, d'actions trimestrielles et d'actions semestrielles pour vous d'une part. Et d'autre part, ce que cela va apporter à l'entreprise et à votre service s'il s'agit de constituer un vivier de potentiels salariés pour l'avenir,
notamment de chiffrer le gain de temps et d'énergie à les former lors de leur passage en CDI ou CDD, s'ils connaissent déjà les rouages de l'organisation, les dossiers, les outils, les process, les moyens de communication et les interlocuteurs. Cette juriste sait que son périmètre a évolué et elle est capable de dérouler un argumentaire fondé sur les actions à mener et les résultats que cela permet d'obtenir en termes de gains de temps pour les recrutements futurs et l'onboarding de ses nouveaux salariés. Elle peut donc poursuivre son argumentaire par: compte tenu de ma prise en charge des stagiaires et des alternants, chaque jour, je réponds à leurs questions sur les dossiers. Chaque semaine, je fais un bilan individuel et un autre collectif sur les dossiers en cours. Chaque mois, nous revoyons ensemble un process et les modes de communication et les interlocuteurs rencontrés. Chaque trimestre, nous faisons le point sur l'atteinte des objectifs du trimestre précédent et nous fixons les suivants. Et chaque semestre, nous célébrons les compétences acquises, les relations nouées, les modes de communication développés, les dossiers et les process qui ont fait progresser l'équipe. Ainsi, ces futurs salariés connaissent les dossiers et les process. Elles ont pu participer à l'amélioration de ces process et elles connaissent le type de management que nous pratiquons et les divers interlocuteurs. Il s'agit de management collaboratif. Lorsque ces personnes passeront en CDD ou en CDI, elles seront tout de suite opérationnelles. C'est un gain de temps et d'énergie pour toute l'entreprise et une économie financière compte tenu du fait que nous aurons 90 à 95% de succès dans nos futurs recrutements. C'est pourquoi je souhaite voir revaloriser mon salaire de 10 000 euros compte tenu de la valeur d'un profil comme le mien sur le marché, comme je vous l'indiquais précédemment. C'est vraiment l'objectif que j'aimerais que nous arrivions à atteindre ensemble dans l'année qui vient, ou dans les 6 mois, ou dans les 3 mois qui viennent. Qu'en pensez-vous? Où en êtes-vous du budget? Et le troisième point, qui est un point bonus, je préconise de rapprocher ces données que nous venons de voir des deux premiers éléments de la grille salariale de votre entreprise, afin d'ajuster les montants annoncés par les cabinets de recrutement dans leurs études. En l'occurrence, la personne n'a pas cette grille à disposition. Dans ce cas, je vous invite à vous procurer votre convention collective dont dépend votre entreprise. Le numéro IDCC doit figurer sur votre bulletin de salaire pour vous la procurer. Si votre entreprise ne dépend d'aucune convention collective et qu'elle ne fait partie d'aucune des organisations patronales signataires, je vous invite à vous rapprocher de votre direction, de vos collègues, de vos homologues du CSE ou de vos représentants du personnel, des personnes en poste depuis de nombreuses années, les personnes qui annoncent obtenir des augmentations régulières, et là je fais une petite parenthèse, parfois il y a des personnes qui vont indiquer avoir reçu des augmentations régulières. Parfois, ce sont peut-être des personnes qui nous rebutent parce qu'on se sent soit inférieur, soit en manque de connexion avec ces personnes qui parlent d'argent facilement. Donc cela va vous demander un effort peut-être d'échanger avec elles, mais c'est pour atteindre votre objectif, pour obtenir des informations, pour vous renseigner sur la politique salariale de l'entreprise. D'accord? Donc je vous invite vraiment à contacter toutes ces personnes pour discuter, pour connaître la politique interne, puisque seul le Code du travail s'applique dans ce cas-là lorsque vous n'avez pas de convention collective. Et le Code du travail ne fixe pas de grille, malheureusement. Donc en conclusion, avec l'étude du ou des cabinets de recrutement, avec la fiche de poste initiale et la fiche de poste actuelle, avec la grille salariale interne à l'entreprise ou les éléments propres à la politique salariale en interne, cette personne, cette juriste, peut construire son argumentaire pour oser demander 10 000 euros d'augmentation annuelle. Dans cette discussion, cette personne doit se préparer à poursuivre un échange, peut-être sur plusieurs mois, le temps de convaincre et ou de laisser le temps aux managers de négocier de leur côté un budget pour l'obtenir dans quelques mois ou dans une année. Et c'est à ce moment-là qu'il est important d'observer ses émotions et d'apprendre à les accepter, c'est-à-dire les traverser afin de rester dans la discussion et l'échange sans se faire happer par de la déception, par de la colère, par de la honte, par du dégoût, par de l'amertume, par de la frustration, par du découragement, par du désespoir, par un sentiment d'irrespect, par un manque de confiance en eux, dans le management, en soi, par le syndrome de l'imposteur, par le syndrome de la bonne élève, etc., etc. Ces émotions sont naturelles, bien entendu. Elles sont votre guide, votre GPS qui vous indique qu'il y a un malaise et donc que quelque chose nécessite d'être ajusté. Vous êtes au bon endroit. Ces émotions sont au bon endroit pour vous guider. Il s'agit juste de les vivre, de les laisser passer tout en ayant en tête votre objectif final et les diverses actions à poser les jours suivants, les semaines suivantes et les mois suivants, d'accord? En les emmenant avec vous, toutes ces émotions. Elles sont là pour vous guider, d'accord? Pour vous tenir en action également.
Ces émotions, je vous aide à apprendre à les reconnaître et à les traverser pour les accepter, pour les laisser vous guider tout au long du programme mobilité, bien entendu, tout au long du programme orientation, qui est le bilan de compétences calibré pour les juristes, mais également plus spécifiquement dans le programme coaching professionnel, qui est un coaching pro de développement professionnel sur 4 mois. Car dans ce programme de coaching professionnel, nous consacrons un mois entier à votre intelligence émotionnelle pour ne plus subir vos débordements émotionnels jusqu'à remettre en cause votre réputation professionnelle, mais vous en servir comme un GPS pour procéder aux ajustements qui vous permettront de retrouver un équilibre émotionnel et une stabilité. Voilà pour la première question. Deuxième question. Si un chasseur de tête nous approche avec une proposition, peut-on s'appuyer sur cette offre chiffrée pour déterminer sa propre valeur de marché? Cela constitue-t-il un élément pertinent pour déterminer sa propre valeur de marché? Lorsque vous êtes approché par des consultants, des recruteurs ou des chasseurs de tête, leur offre vous donne déjà une notion de combien vous valez sur le marché, plus exactement, de combien eux vous estiment valoir sur le marché, compte tenu de votre profil d'un côté et du budget alloué par leurs clients pour ce recrutement sur le marché actuel de l'autre côté. Cela vous aide à vous estimer, vous valoriser, car parfois, nous ne nous rendons même pas compte de notre propre valeur. En effet, lorsqu'on a la tête sous l'eau, lorsqu'on a la tête dans le guidon et qu'on ne fait que travailler, parfois on va être approché, ce que l'on appelle dans le jargon être chassé, et dans ce cas-là, cela nous donne une idée de notre propre valeur. En revanche, c'est juste un élément parmi d'autres. Cette valeur peut ne pas vous convenir. Cette valeur peut ne pas révéler votre juste valeur sur le marché. Vous pouvez vous évaluer plus ou moins proche de cette valeur. Dans tous les cas, c'est une indication forte qu'il est nécessaire de challenger. Je vous invite donc systématiquement à vous challenger quand même, à vous interroger sur cette valeur. Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle ne me convient pas? Comment je peux la benchmarker? Est-ce que cette rémunération, vous la considérez vous correspondre à 100%? Avez-vous d'autres éléments pour confronter cette valeur donnée par ce recruteur, ce cabinet de recrutement, ce chasseur de tête? Quels sont vos autres benchmarks? Vous êtes le seul décideur pour vous-même, le seul à vous connaître et à connaître la globalité de votre parcours, la globalité de vos compétences, la globalité de vos expertises, la globalité de vos réalisations, la globalité de vos réussites, la globalité de vos projets. Je vous invite donc à challenger cette indication avec vous-même. De plus, je vous invite à rapprocher cet élément chiffré des autres éléments chiffrés sur le marché du travail, ce qu'on appelle les benchmarks, d'accord? Il s'agit des éléments diffusés par les cabinets de recrutement, la FJE, la FFJ, en interne dans votre entreprise, chez vos homologues, chez vos collègues. Dans tous les cas, cela vous donne déjà une piste d'évaluation. Nous venons donc de voir la question 2. Si un chasseur de tête nous approche avec une proposition, peut-on s'appuyer sur cette offre chiffrée pour déterminer sa propre valeur de marché? Cela constitue-t-il un élément pertinent pour déterminer sa propre valeur de marché? Je vous propose maintenant de passer à la question 3. Est-ce que les études de rémunération des cabinets de recrutement peuvent servir de justification pour demander une augmentation? Ok, donc on va rebondir un petit peu sur la question précédente. Donc, les études de rémunération des cabinets de recrutement classent par zone géographique et secteur d'activité les niveaux de rémunération. Donc, vous avez déjà un certain nombre d'informations à ce niveau-là. C'est l'une de vos premières sources d'informations qui sont à votre disposition afin de fixer votre valeur de manière extrinsèque. Donc, d'accord, c'est pas vous face à vous, c'est de manière extrinsèque avec les éléments extérieurs du marché. Donc, tout à fait, lorsque vous préparez votre demande d'augmentation, de revalorisation salariale, vous pouvez bien entendu vous en servir. Je vous invite à rapprocher ces éléments de marché des niveaux de rémunération proposés dans les offres d'emploi publiées par les entreprises ou sur les job boards. Cela vous aide à vous estimer, vous valoriser, car parfois nous ne nous rendons même pas compte de notre propre valeur lorsque nous sommes déconnectés de la réalité du marché de l'emploi. Si nous sommes en poste notamment depuis de nombreuses années et que nous n'avons pas de benchmark. OK? En revanche, c'est juste un élément parmi d'autres, hein, et je le répète, je l'ai déjà dit pour la question précédente, c'est juste un élément parmi d'autres. Cette valeur peut ne pas vous convenir. Cette valeur peut ne pas révéler votre juste valeur sur le marché. Vous pouvez vous évaluer plus ou moins proche de cette valeur. Dans tous les cas, c'est une indication très forte, une indication de base à recueillir. Je vous invite donc systématiquement à vous challenger quand même selon la méthode exposée à la question précédente. C'est-à-dire, donc je vous reprécise, hein,
Vous vous posez les questions suivantes. Est-ce que cette rémunération, vous la considérez vous correspondre à vous-même à 100%? Est-ce qu'elle sonne juste au fond de vous, d'accord, en votre fort intérieur? Avez-vous d'autres éléments pour confronter cette valeur donnée par ce cabinet de recrutement? Est-ce que vous avez par exemple une grille salariale en interne où vous pouvez vous confronter? Vous êtes bien entendu le seul décideur pour vous-même, le seul à vous connaître et à connaître la globalité de votre parcours, de vos compétences, de vos expertises, de vos réalisations, de vos réussites, de vos projets. Je vous invite donc à challenger cette indication avec vous-même. De plus, je vous invite à rapprocher cet élément chiffré des autres éléments chiffrés. C'est ce que je vous disais déjà à la précédente question, je me répète. Donc, je vous invite à rapprocher cet élément chiffré de ce cabinet des autres éléments chiffrés sur le marché du travail, diffusés donc par les autres cabinets de recrutement, aller à la recherche des autres études, diffusés par la FJE, par la FFJI, en interne dans votre entreprise, chez vos homologues, chez vos collègues. Dans tous les cas, cela vous donne déjà une piste d'évaluation forte. Ensuite, pendant l'entretien, vous allez dérouler un argumentaire qui commencera par votre fourchette haute, qui sera basée sur la valeur d'un profil tel que le vôtre sur le marché du travail. Cette valeur sera le résultat de votre benchmarking entre plusieurs études de rémunération des cabinets de recrutement. Je vous invite donc à ne pas citer le cabinet, si c'est le sens de votre question ici, en restant juste sur la notion de valeur d'un profil tel que le mien sur le marché de l'emploi, des juristes, des responsables juridiques, des directrices, directeurs juridiques, actuellement. Si l'on vous demande sur quelle étude de rémunération vous vous êtes basé, bien sûr, vous pouvez leur indiquer les cabinets et les dates des études. Cela vous permet de poursuivre le dialogue et l'échange et de dérouler votre argumentaire de manière plus fluide et de manière plus facile. Votre interlocuteur vous démontre dans ce cas son intérêt pour l'information et son écoute à l'encontre de votre demande d'augmentation. Voilà pour la question 3 qui porte sur est-ce que les études de rémunération des cabinets de recrutement peuvent servir de justification pour demander une augmentation? Voilà. Quatrième question, comment se renseigner et trouver des informations en interne sur la politique salariale lorsqu'il n'existe pas de grille salariale? Si votre entreprise ne dépend d'aucune convention collective et qu'elle ne fait partie d'aucune des organisations patronales signataires, je vous invite à vous rapprocher de votre direction, de vos collègues, de vos homologues, du CSE ou de vos représentants du personnel, les personnes en poste depuis de nombreuses années, les personnes qui indiquent obtenir des augmentations régulières également. Parfois, il y en a, ce qui nous rebute très souvent, donc cela va peut-être vous demander un petit effort. Le fait de dépasser peut-être votre manque de connexion avec cette personne, mais c'est pour atteindre votre objectif. Vous devez vous informer. Ok? Donc, vous allez contacter ces différentes personnes pour discuter, pour connaître la politique interne, puisque seul le code du travail s'applique dans ce cas-là. Et lui, le code du travail ne fixe pas de grille, malheureusement. Ok? Une autre piste, est-ce que vous avez des clients? Est-ce que vous avez des fournisseurs? Est-ce que vous avez des concurrents qui auraient à peu près la même taille que vous? Si votre réponse est positive, je vous invite à vous rapprocher de certains juristes, responsables juridiques ou directeurs, directrices juridiques qui sont vos homologues chez eux. Vous pouvez passer de manière discrète par LinkedIn dans ce cas-là. Vous essayez de les contacter par messagerie privée sur LinkedIn ou par l'intermédiaire des groupes LinkedIn que vous auriez en commun et vous proposez 10 minutes d'échange afin de discuter de carrière juridique et de parcours professionnel. C'est un sujet neutre qui ne vous met pas en situation de conflit d'intérêts, hein, bien entendu. Une dernière piste, ce sont les événements des associations de professionnels qui vous permettront, par l'intermédiaire de votre réseau, d'obtenir des informations sur les rémunérations pratiquées chez vos homologues. Je vous invite à retraiter ces informations avec les informations transmises par les cabinets de recrutement dans leurs études, par secteur d'activité et par zone géographique, bien entendu, afin d'ajuster les montants avancés lors de vos discussions au sein de ces associations de professionnels du droit. Pour les associations de professionnels du droit, je vous invite à revoir certains de mes posts. J'ai publié certaines listes, que ce soit sous LinkedIn, Cynthia Nison-Lorbert, ou sous Instagram, @Jurinova Consulting. Voilà pour la question 4. Nous avons vu les 4 premières questions. Vos 4 argumentaires reposent donc sur, premièrement, votre valeur sur le marché de l'emploi en benchmarkant les études de rémunération des cabinets de recrutement. Deuxièmement, vous confrontez cette valeur aux valeurs affichées sur les offres d'emploi que vous trouvez sur les job boards, LinkedIn étant à ce jour l'un des plus utilisés.
Troisième argumentaire, vous ajustez cette valeur compte tenu des grilles salariales disponibles en interne ou des éléments recueillis en interne ou chez vos homologues. Quatrième argument, vous finalisez cette valorisation par les éléments nouveaux de votre fiche de poste, mise à jour bien entendu, qui retrace l'évolution de votre périmètre, l'évolution de vos missions, l'évolution de vos expertises et l'évolution de vos compétences. Et j'ajouterai un point bonus. Challengez-vous en votre fort intérieur à combien vous estimez-vous compte tenu de tout ce que vous apportez à vos dossiers, à vos clients, à votre service et à votre entreprise. Voilà, vous êtes prêt ou prête à construire votre argumentaire. C'est ce que nous construisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois. Je vous accompagne à construire ces 4 argumentaires basés sur 3 niveaux. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 3 places en novembre sur les 5 habituellement disponibles. Et oui, en effet, j'ai déjà 2 personnes qui ont réservé leur accompagnement individuel. J'ai une juriste et une directrice juridique qui ont déjà booké leur accompagnement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues, et puis vous leur diffusez le podcast. Et moi, de mon côté, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurinova consulting. Merci. Nous nous retrouvons
la semaine prochaine pour le podcast 24, le second de cette série de 5 épisodes consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Et la semaine prochaine, nous traitons la question suivante. Comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect? Et en bonus, je traiterai 3 questions complémentaires. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye!